Alors, on passe maintenant au thème de la lutte contre la discrimination. On va inviter Mme Merling Sapene qui va venir s'entretenir avec nous. Elle est spécialisée en analyse stratégique d'intégration des gens, des processus et des technologies. Mme Sapene ou Sapene, elle est vénézuélienne, alors elle saura me dire comment est-ce qu'on l'appelle au Québec. Elle possède plus de 20 ans d'expérience dans les domaines de la gestion du changement et de la gestion de projet. Et depuis maintenant 13 ans, Mme Sapene travaille au sein de l'entreprise Bombardier. Elle occupe présentement le poste de directrice en gestion du changement humain, technologie de l'information et gestion du cycle de vie de produits pour Bombardier Aéronautique. Je vous souhaite la bienvenue. Et concernant le petit... Okay. Bonjour, c'est un honneur d'être ici aujourd'hui et de partager mon expérience et mon intégration au Québec. Okay. Fuerte. Non. Con la luz prendida. Oh non, désolé, c'est pas la présentation. C'est pas la bonne présentation? Non. D'accord. Est-ce qu'un technicien peut veiller à ça, s'il vous plaît? Et je vais en profiter pour ajuster votre micro. Est-ce qu'on peut vérifier si la présentation est la bonne? Maintenant, on me signale que oui. Alors, voulez-vous l'essayer, Mme Sapene, por favor? Siempre fuerte y con que se vea la luz verde prendida al lado. Je veux juste flasher que je parle espagnol, même si je suis née au Chili et que je suis arrivée au Québec à 3 ans et que j'ai grandi à Sainte-Foy et que le français et la francisation est une chose qui me tient à cœur et que mes enfants parlent un excellent français, pero que en la casa se habla espagnol. C'est une toute petite diversion pour voir si Mme Sapene... Attendez, je vais aller l'aider. Non, c'est pas la bonne présentation. On n'a toujours pas la bonne présentation. Bon, c'est correct, je vais commencer. Okay. Je suis très fière d'être canadienne. Et au Québec, au nom des immigrants, je vous remercie pour nous adopter, aimer et intégrer. L'objectif de ma présentation, c'est de partager avec vous pourquoi c'est important l'intégration des immigrants. Aussi le parcours et le processus de changement et la courbe de changement. Et c'est quoi le contexte humain? C'est quoi les émotions qu'on vit comme être humain quand on arrive ici au Canada? Aussi, à la fin, je vais vous donner, selon mon expérience, c'est quoi les clés de succès d'une intégration. Quand on écoute des statistiques, on sent qu'on ne réussit pas. Je me rappelle quand je suis arrivée, et j'ai demandé à un monsieur, « Oh, combien de temps ça prend pour réussir à l'intégration? » Il m'a dit, « Bon, j'ai 20 ans ici au Québec, mais je ne me sens pas chez moi. Et je veux retourner chez moi. » Et j'ai pris une décision très importante dans ma vie. J'ai dit, je vais réussir. Et j'ai décidé que je n'allais pas être dans les statistiques à l'époque. Je viens de Venezuela. Et à l'époque, j'avais une très belle vie au Venezuela. J'avais mon travail, mon mari et moi, on avait une très belle expérience professionnelle et personnelle. Mais à cause du contexte politique, on a décidé de quitter le pays. Mais je me suis demandé comment je peux faire pour réussir à arriver au Québec. Je ne parlais pas français, pas du tout. Je n'avais pas même les qualifications d'ici du pays. Je n'avais pas les papiers et je n'avais pas l'expérience québécoise. Mais quand même, j'ai lancé le CV. Et dans quelques semaines, 3 semaines après que j'ai fait quelques interviews, j'ai trouvé un emploi au Québec. C'est quoi la différence? Une personne m'a donné la chance. Et même si je n'avais pas
tout au complet, les requis, une personne a dit, oui, Merlin, je crois en toi, et m'aider à venir au Québec. Voici. Mais je veux dire une chose, tout c'est une question de perception. Parce que ici, au Québec, moi, personnellement, j'ai trouvé les chaleurs humaines. Le fait que, quand je suis arrivée à la Chambre de commerce, j'ai fait la francisation. Tous les outils que vous avez mis en place, moi, je les ai réussi. J'avais des mentors gratuits et qui m'aidaient à passer à travers la courbe de changement. Et aussi, les gens étaient très ouverts vers moi. Et je trouve qu'il y a des expériences qui ne paraissent pas égales. Il y a beaucoup de gens qui sont comme très négatifs et voient les choses d'une façon différente. Mais pour moi, mon intégration a été toute une réussite. Et je vous remercie pour ça. Et nous, comme société, nous avons beaucoup d'initiatives pour intégrer les immigrants. Mais la réussite de cette intégration, c'est de bien comprendre le contexte humain. Le contexte sur lequel les immigrants, quand nous arrivons ici, nous vivons une expérience déchirante, une expérience très forte. Et même si j'avais toutes les qualifications pour la réussite, j'avais mon travail, travaillais dans mon domaine, et j'avais un très bon réseau social. Mais j'étais très triste. Quand je suis arrivée, je me rappelle que le premier choc, c'est que je n'étais pas compétente. Je ne réussissais pas à arriver au résultat que je voulais avoir. Et aussi, tous les jours, je me rappelle, non, demain, je vais réveiller, je vais parler espagnol. Et c'était très dur. Et au commencement aussi, il y avait des collègues qui m'inspiraient et même des collègues qui ont fait le travail pour moi. J'ai donné des idées, mais elles restaient pendant toute la nuit pour réécrire ce que je écrivais. Mais aussi, j'avais des collègues qui avaient beaucoup de pression parce qu'à bout de ligne, il faut qu'on réussisse dans les entreprises. Et s'il y a une pression sociale qu'on a, mais c'est pas, aujourd'hui, je comprends que ce n'est pas une question de rejet vers moi, mais j'étais un poids mort dans l'organisation au commencement. Et les entreprises avec lesquelles je travaillais m'ont donné le cours de français, m'ont aidé dans mon intégration, et c'est un investissement social qu'on fait jusqu'à le moment que je pouvais être compétente dans mon travail. Aussi, j'ai arrivé au moment même de dépression. Et je voulais quitter, comme les 60% des gens qui vont quitter après 3 ans, j'étais là. Mais ça prend une décision personnelle. Nous, comme société, nous pouvons faire tout ce qu'on veut et donner les outils aux immigrants, mais c'est une question personnelle de décider de continuer et s'adapter dans la société. Selon moi, la clé du succès, c'est d'éduquer les immigrants par rapport au processus de changement et gérer les attentes. Et aussi les gens des ressources humaines, toutes les entreprises et des organismes, même de l'éducation, le ministère, etc., de nous équiper pour aider les immigrants à passer à travers la courbe de changement. Si on ne le gère pas, dans quelques années, on va être une société frustrée, épuisée et triste. Comme le monsieur qui avait 20 ans et ne réussissait pas à s'intégrer à la société. Dans le moment que j'ai décidé de continuer, j'ai retourné à l'école, j'avais 40 ans, je suis allée à l'université Concordia pour faire ma maîtrise et j'ai décidé de réussir. Comme je dis, une décision personnelle. Quand on décide de s'intégrer, de changer, les choses changent automatiquement. Maintenant, je veux partager avec vous une histoire merveilleuse. Et je vais vous montrer que l'intégration amène l'innovation.
J'ai fait un cours à l'Université de Toronto de responsabilité sociale. Et un jour, j'ai eu une idée. Et l'idée, c'est de créer un programme pour les enfants pour les aider à la persévérance scolaire. Nous savons qu'ici au Québec, nous avons à peu près 40-50% de décrochage scolaire parmi nos jeunes. C'est une problématique qui nous frappe à tous. J'ai décidé de le faire et j'ai partagé l'idée avec les collègues, avec les leaders avec qui je travaillais. Et je me rappelle que la vice-présidente de communication à l'époque m'a dit « Merlin, va voir Suzanne Benoît, la présidente d'Aéro-Montréal, pour partager l'idée. » Quand je suis arrivée à Aéro-Montréal, Madame Suzanne Benoît n'écoutait pas mon accent. Elle a vu le potentiel du programme. Et je veux dire avec toute fierté que le programme aujourd'hui, Aéro-Montréal a signé un contrat avec le Cosmodome et 70 000 enfants vont recevoir le programme. Aussi, elle est disponible dans tout le Québec, dans le site BIM. Et les garçons, il a reçu la formation et il voulait être un pilote. On a fait, et avec mon accent, etc., j'ai réussi à mettre en place des ateliers de travail avec les commissions scolaires francophones et anglophones. Et ils ont fait un travail d'équipe pour voir une vision sur la réussite de ce projet. Et la petite fille que vous voyez dans le milieu, j'ai rencontré un ingénieur, et lui, il a voyagé à Turquie, et il a facilité le programme dans les écoles où les jeunes ont perdu leurs parents à la guerre d'Irak. Et quand j'ai regardé cette fille, je me suis dit, bon, c'est une fierté que je ne peux pas exprimer. Et je suis très fière de vous dire que Passion pour l'aviation, c'est un produit de la diversité. Et je peux dire, et je suis un témoin, que quand les gens écoutent, quand les gens intègrent, quand les gens n'entendent pas l'accent et me voient derrière, qu'est-ce que nous, comme professionnels et comme immigrants, amènent, on pourrait faire des merveilles ici au Québec. Et après toute cette histoire, moi, je me suis dit, toute cette expérience que j'ai vécue, je veux la partager avec les autres. Moi, j'ai une autre idée et je vais lancer un livre dans quelques mois, un cahier interactif pour aider les immigrants à réussir. Parce que je trouve qu'il faut aider les autres. Ce n'est pas pour garder les secrets avec nous, c'est pour vraiment partager. Et dans mon cœur, je veux voir les immigrants réussir. Je veux voir que les gens surmontent des barrières et que pensent que le Québec comme leur maison, comme chez eux. Et qu'au lieu de demander qu'est-ce que Québec peut me donner, la question c'est qu'est-ce que je peux apporter au Québec pour avoir une meilleure société dans le futur. Et la question d'intégration, ce n'est pas seulement une question de travail, mais aussi de famille. Cette expérience a changé la vie de mon mari et moi comme famille, mais aussi les futures générations. Moi, j'ai deux garçons, Luis Vicente. Il a étudié Relations internationales et langues. Aujourd'hui, il travaille dans le ministère de l'Immigration comme officiel d'immigration. Il parle 4 langues, anglais, français, espagnol et portugais. Luis Santiago, il est sportif, il joue la guitare et il va être vétérinaire dans le futur. Je ne peux pas vous remercier plus, parce que ce n'est pas seulement dans ma vie, mais aussi dans le futur, les générations futures qui nous amènent à avoir une société plus intégrée. Et je suis très, très, très fière de ça. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport aux immigrants. Il faut changer, bien sûr, la façon de voir la vie, d'être plus positif, très, très fort, très résilient. Mais selon moi, la clé de succès, c'est numéro un, c'est d'éduquer les immigrants sur les courbes de changement et aussi avoir l'opportunité de comprendre c'est quoi le processus dans lequel eux vont vivre. Aussi, il faut
il faut avoir une vision globale de comment gérer les immigrants, gérer la courbe de changement par rapport aux immigrants dans les entreprises. Et selon moi, je trouve que dans tous les contextes où on vit, la clé, c'est de gérer les changements et équiper les gens à devenir gestionnaires des changements. Merci beaucoup. Bravo. Merci, c'est très intéressant. Je suis assez fascinée par votre témoignage de réussite d'intégration, qui est le mien pour ceux qui m'ont peut-être déjà vu dans ma carrière médiatique. Et je me suis toujours demandé, comme immigrante, puis quand je vous entends remercier le Québec pour tout ce que vous avez, j'entends ma propre famille le faire, je m'entends moi-même le faire. J'aime me rappeler que je ne suis pas une immigrante de deuxième génération, mais que j'ai été accueillie ici. Et ce n'est ni une question ni une observation, mais quelque chose que j'ai dans mon cœur constamment avec cette question de l'immigration, c'est comment est-ce que peuvent ne pas se polariser des modèles d'intégration plutôt, j'allais dire exceptionnels, mais ce n'est pas des cas d'exception parce qu'il y en a plusieurs, mais comme le mien, comme celui de Mme Sapene, et les modèles d'intégration qui sont très difficiles. Comment est-ce que ces deux modèles-là peuvent exister? Comment est-ce que nous, on peut prendre la parole pour dire de façon très optimiste que ça se peut, qu'on peut réussir, qu'on part de loin? Vous avez appris à parler français il y a 17 ans seulement. Moi, j'ai appris à parler français à 3 ans. Comment est-ce que vous, avec votre accent, moi, sans mon accent, comment est-ce qu'on peut continuer d'avancer, sans jamais oublier ceux pour qui les portes se ferment, sans jamais oublier ceux pour qui le modèle d'intégration est extrêmement difficile et pour qui, dans toutes sortes d'aspects de l'éducation, de logement, de l'emploi, de la francisation, de la discrimination, comment est-ce que tout ça peut ne pas s'entrechoquer? Je tenais juste à le dire parce que je ne me tairai jamais et je ne cesserai jamais de dire merci au Québec et je ne cesserai jamais de dire que, un peu dans la même philosophie dont vous avez témoigné, mes parents m'ont dit qu'est-ce que toi tu peux apporter à cette société qui t'accueille et je ne voudrais jamais ne pas tendre la main à ceux pour qui les portes se referment. Donc, je ne sais pas si je suis claire, mais la non-polarisation de ces deux situations-là me tiennent extrêmement à cœur et quand je vous entends, je me dis, est-ce qu'on a le droit de ne pas être gêné de cette intégration-là? J'espère que non. Et je vais donner la parole à M. Stéphane Forget. Merci beaucoup, Stéphane Forget de la Fédération des chambres de commerce du Québec. J'ai envie de vous dire merci pour vos deux témoignages qui sont très, très riches. Merci beaucoup. En fait, ma question, vous l'avez abordée légèrement au début, c'est sur la préparation des immigrants avant leur arrivée au Québec. On a beaucoup de commentaires à ce sujet-là sur le fait qu'on crée beaucoup d'espoir à l'étranger, mais qu'essentiellement, on n'est peut-être pas si bien préparé que ça, que ce soit en matière de francisation ou de connaissance à tout le moins du Québec, des emplois disponibles ou autres. Donc, je serais curieux de vous entendre sur la préparation ou la responsabilité du gouvernement quand c'est le temps de préparer les immigrants avant leur arrivée au Québec. Je pense que le pouvoir de la passion et la vision, c'est vraiment puissant. Et quand une personne veut changer sa vie, ça donne une énergie qui nous aide à traverser des barrières. Mais bien sûr, si j'aurais su au commencement, dans mon processus d'immigration, la courbe de changement, les processus humains que j'allais vivre, je pense que j'aurais accéléré les processus. Je trouve que ce n'est pas une question de gouvernement. Je trouve qu'il y a des organismes partout qui recrutent des gens à l'extérieur et qui donnent des espoirs. Et bien sûr, il faut avoir des espoirs, mais d'être clair, c'est ça la courbe de changement et c'est ça les émotions. Et voici un programme, je pense qu'on pourrait faire un programme d'intégration qui prend en considération la courbe de changement. Mais avant de l'arrivée des immigrants, il faut vraiment les aider à comprendre que ce n'est pas seulement peut-être même les gens qui parlent français qui arrivent passent à travers la courbe de changement. Même si on met tout l'argent, tout l'effort, c'est incontournable. Le fait qu'on vit une expérience déchirante, parce qu'on laisse en arrière toute notre vie, c'est une chose émotionnelle. Et la clé de succès, c'est que quand les gens sont dans la courbe en bas de dépression, c'est vraiment de les aider à prendre la décision individuelle de continuer
d'avoir l'espoir qu'après les storms, après des choses difficiles, le soleil va briller, comme a brillé dans ma vie professionnelle et personnelle. Merci pour votre question, Madame Sapene. Il y a une question au micro derrière. À vous, s'il vous plaît. Oui, bonjour, mon nom c'est Samaï Libiari du Conseil canadien des femmes musulmanes. J'ai vraiment c'est un grand privilège d'assister à ce forum et je félicite Madame pour sa réussite dans la société québécoise. Par contre, moi je vais apporter une note moins optimiste. En effet, c'est pas le son du succès que j'entends des femmes musulmanes, surtout des femmes voilées. Madame a dit qu'il n'y avait pas, elle était très bien accueillie dans son emploi et qu'il n'y avait pas de rejet. Je peux vous dire que pour les femmes voilées, on peut leur demander au téléphone, est-ce que vous portez le voile? Et cette question a été soulevée quand nous avons fait des auditions pour la commission Bouchard-Taylor. Ça fait déjà 10 ans. Rien n'a changé. Si je peux dire quelque chose, c'est que la situation a empiré. Maintenant, certainement, il y a le rejet, mais on ne voit pas aussi le potentiel de ces femmes. Donc, elles parlent très bien le français, elles sont vraiment très bien qualifiées. On leur conseille de travailler dans des garderies. Éduquer les émigrants, c'est ce que Madame a dit. Moi, j'ajouterais, c'est très vrai, on doit éduquer les immigrants et les immigrantes, surtout ne pas leur faire des promesses démesurées. Éduquer aussi la société d'accueil. Et ce serait quoi le plan d'action? J'ajouterais le rôle des médias qui est essentiel. Les femmes musulmanes sont toujours dévalorisées dans les médias. On projette toujours des femmes qui viennent de l'étranger. Je veux m'intégrer. Certainement, on veut nous donner la chance de nous intégrer. Madame aussi a parlé de sa famille et de ses enfants. Je pourrais en rajouter. Les enfants dans les familles musulmanes se sentent humiliés quand on voit qu'on insulte leur mère dans la rue, qu'on leur crache dessus, qu'on arrache leur voile. La situation est vraiment critique. Il y a une responsabilité du gouvernement, certainement, et il faudrait vraiment examiner des pistes de solutions. Merci. Merci. J'aimerais ajouter que, bien sûr, j'ai ressenti la même chose plusieurs fois. Une chose que j'ai appris dans ma vie, c'est d'apprendre à pardonner. Et apprendre à surmonter des situations difficiles, de se gérer, et retourner en amour ce qu'on reçoit différemment. Et je trouve que oui, on a des défis partout et toutes les organisations, c'est une question de perception et d'expérience personnelle. Il y a des gens qui rejettent les gens, il y a des gens qui aiment les gens, mais mon avis, tous les immigrants, que la clé de réussite, c'est aussi d'apprendre à pardonner et aimer ce pays, aimer les gens, et on va recevoir après les fruits de ça. Merci. Monsieur, si vous voulez bien vous présenter. À vous, monsieur. Gabriel M. Bazin, Ligue des Noirs du Québec. Nous apprécions positivement la démarche du gouvernement. Mais cependant, tout n'est pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. Nous avons des retards à combler. Intimidation dans les écoles, violence contre les femmes. Le gouvernement réagit. Le gouvernement consacre des millions pour combattre l'intimidation. Des millions pour les victimes de violences et d'agressions sexuelles. Nous souhaitons dans le même sens que le gouvernement fasse une publicité. Nous connaissons l'impact de la télévision dans l'esprit des gens. Fasse une publicité
discrimination raciale, profilage racial, tolérance zéro. Il y a des générations d'immigrants qui appliquent le politically correct. Mais ceux qui sont nés ici, vous le savez tout aussi bien que moi, il y en a qui sont traumatisés par le racisme. Il faut donc, ces enfants-là, pour contrer le racisme, on parle de lutte contre la discrimination, il faudrait que le gouvernement réserve des ressources financières pour rapprocher les différentes communautés, les communautés d'accueil et la communauté des immigrants. Et je crois qu'à un moment donné, c'est ce que je souhaite idéalement, la communauté d'accueil, les Québécois qui sont les gens accueillants, les Québécois qui apportent leur contribution partout dans le monde, tout particulièrement dans mon pays d'origine. Et c'est ça qui a valu cette influence haïtienne dans les années 60 au Canada. Alors, le gouvernement doit consacrer des ressources financières pour combattre le racisme. Et idéalement, je souhaite arriver le jour où un gouvernement du Québec aura l'occasion de demander pardon pour toutes les victimes du racisme. Tout n'est pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. Nous sommes accueillis ici, c'est très bien. Mais il ne s'agit pas de culpabiliser qui que ce soit. Mais il faut permettre à tous ces gens-là de vivre dans la dignité, de vivre dans les droits que la Commission des droits de la personne doit leur accorder. Merci. Merci. Alors, merci infiniment, Madame Merling-Sapene, et une bonne main d'applaudissement pour toutes ces interventions tout aussi importantes les unes que les autres. Merci beaucoup. Merci. Le prochain participant est M. Jean-François Prince, directeur régional de l'Est du Canada de RBC Banque Royale, qui, à ce titre, dirige une équipe d'évaluateurs de crédit située à Montréal et à Halifax. Il est responsable d'approuver le crédit commercial dans l'Est du Canada. M. Prince a le souci de représenter la marque RBC dans les communautés d'affaires locales et de veiller à l'établissement de relations avec les clients et les employés. La collaboration, la satisfaction de la clientèle, la performance globale de l'entreprise et la gestion des risques sont au cœur de ses préoccupations. Je vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup. Merci de donner l'opportunité de partager certains aspects de la stratégie de RBC au niveau de la diversité et de l'inclusion. On est fiers de nos progrès, il reste du travail à faire, mais ça me fait plaisir de contribuer au forum aujourd'hui. Je vois qu'on a été placé dans la section « Lutte contre la discrimination ». L'angle que je donnerai à ça, c'est vraiment l'atteinte justement de la lutter contre la discrimination à travers la valorisation de la diversité. Si j'avais à reculer, je pense que la quête de RBC envers la diversité, à l'époque, je ne pense pas qu'on parlait d'inclusion. Ça date certainement de longtemps. Comme plusieurs organisations, je soupçonne aussi que c'est par souci à la loi à l'égard de l'équité de l'emploi. À travers le temps, évidemment, ça a changé. La composition de notre clientèle change. La composition des employés se transforme. La diversité et l'inclusion est maintenant un vecteur de croissance essentiel, stratégique, pour réussir à performer dans le futur. On a publié en 2016 notre stratégie RBC de diversité et d'inclusion 2020, avec nos principes directeurs et 3 grandes priorités. Au niveau du talent, au niveau de la clientèle et de la collectivité. Au niveau du talent, pour attirer et fidéliser les meilleurs talents, c'est évident, je recule encore une fois de 50 ans, je suis certain que dans les années 60, à la Banque Royale, ça devait être principalement des hommes anglophones qui composaient la direction. Évidemment, on laissait de côté un bassin essentiel de talent.
La clientèle, évidemment, même chose aussi dans les années 60, certainement plus francophone, à part certaines nappes dans l'ouest de la ville de Montréal. Mais aujourd'hui, la clientèle change. On doit mieux répondre aux besoins des clients qui changent. Puis au niveau de la collectivité, c'est vraiment de réaliser notre raison d'être. Comme organisation, on a choisi notre raison d'être qui est de contribuer à la réussite de nos clients et la prospérité des collectivités. On a aligné nos objectifs et notre vision de diversité. On l'a harmonisé également avec notre vision corporative et nos valeurs corporatives. Comme la courte biographie le mentionnait, je ne suis pas un professionnel des ressources humaines. Mon équipe approuve des prêts commerciaux. Mais je suis par contre le produit des initiatives de RBC envers la diversité et l'inclusion, la création d'ambassadeurs comme je le suis ici. Aujourd'hui, j'ai la chance de représenter le Québec au Conseil national de la diversité de la Banque Royale. Je siège évidemment sur ce conseil. Je participe à des événements comme aujourd'hui et aussi coordonne les groupes de ressources employées dont je vais vous parler dans mon propos aujourd'hui. J'ai une quinzaine de minutes, alors je vais me concentrer sur un des aspects que j'ai mentionné tantôt, c'est au niveau du talent. Je suis conscient que je ne suis pas ici pour vous inonder de statistiques, vous expliquer comment la Banque Royale progresse par rapport aux défis, mais essayer de vous donner des exemples concrets en espérant que certains puissent vous inspirer pour votre organisation. Je vais présenter 3 engagements clés du Québec, plusieurs initiatives qu'on a mis de l'avant dans le but, encore une fois, d'attirer et de fidéliser nos meilleurs talents. Le premier aspect, habiliter les employés en dispensant de la formation sur la diversité et l'inclusion. On a développé un programme de notions essentielles sur la diversité et l'inclusion, 9 modules. 9 modules qui permettent, on espère pouvoir améliorer les connaissances de nos employés à l'égard de la diversité et l'inclusion. Les modules traitent des sujets différents comme l'identité sexuelle, l'origine ethnique, la notion des personnes handicapées, autochtones, sensibilisation au niveau de la communauté LGBT+, les différences générationnelles. Explique également nos initiatives en termes de groupe ressources employés, j'arrive dans un instant, et aussi la responsabilité de chacun des employés de la Banque Royale à contribuer à l'avancement de la cause. Les 9 modules durent environ 3 heures. C'est un programme qu'on étale sur 2 mois. C'est obligatoire à tous nos employés pour améliorer la sensibilisation. Et aussi, c'est un effort qu'on veut que nos plus de 80 000 employés à travers le monde participent au programme. Et on publie d'ailleurs des statistiques sur une base mensuelle qu'on remet aux exécutifs pour leur donner un niveau du taux d'avancement de leurs employés à l'égard de ce module-là, à des 9 différents modules. Au niveau des gestionnaires, on bâtit également de la formation qui met l'accent sur les comportements inclusifs, éliminer également les préjugés inconscients et aussi sensibiliser au niveau de la diversité de pensée. Pour nous, c'est un peu la nouvelle frontière, la diversité de pensée. La diversité, évidemment, est traditionnellement associée à des caractéristiques visibles. On pense également qu'évidemment, on peut voir la diversité dans nos caractéristiques intrinsèques en tant qu'individus. Les gens avec qui on travaille, qui nous accompagnent dans cette notion-là, ont fait des recherches, suggèrent que quand on a une équipe qui est diversifiée au niveau de la pensée, on fait 30 moins d'erreurs dans nos décisions, puis on a 20 plus de rendement. On présente 6 approches dominantes et c'est intéressant, on donne des outils pour les appliquer, pour s'assurer qu'on a justement les 6 approches dominantes qui sont représentées dans notre processus décisionnel. C'est quelque chose qu'on met l'emphase pour 2018. Alors, la majorité des cadres de la Banque Royale vont, à travers 2018, travailler, être formés au niveau de la diversité de la pensée. Donc, le premier point, c'est justement de faire de la formation. Mon deuxième point, rehausser l'insistance des groupes ressources employées. Chez nous, il existe 6 groupes ressources employées au Québec. C'est des groupes qui sont créés et gérés par les employés de la RBC qui font le choix de s'impliquer et de faire avancer les causes. Chaque groupe a des missions, des valeurs qui sont propres. Leur propre président, coprésident, présidente, coprésident ont chacun leur propre stratégie, orientation stratégique, leurs activités qui sont responsables et évidemment sont alloués un budget. Brièvement, pour vous les mentionner, les 6, le premier groupe que je mentionnerai, RBC Premières Nations. C'est un groupe qui compte plus de 100 membres chez nous. Ils travaillent des activités principalement centrées sur la sensibilisation et l'aide aux communautés autochtones. On a Fierté, plus de 500 membres, promouvoit la communauté LGBT+, les activités fortes dans lesquelles s'implique, le défilé à Montréal.
et la Journée en rose de la Fondation Jasmin Roy, entre autres, en plus de plusieurs autres initiatives. RBCL, qui a été mis de l'avant plus récemment, plus de 600 membres, l'avancement de la cause de la femme. Les thèmes des activités portent beaucoup sur le développement de la carrière, le réseautage, le mentorat. Mosaïque, un petit peu moins de 800 membres, axé sur les communautés multiculturelles. Beaucoup d'activités autour de journées carrière, encore une fois, carrière et d'implication communautaire. Génération, plus de 900 membres, composés principalement de milléniaux. Et ils font plusieurs activités, eux autres aussi. Encore une fois, accompagnement, évidemment, de carrière, beaucoup d'activités communautaires. Et finalement, le plus récent des groupes uniques, plus de 1000 membres dans ce groupe. L'idée, c'est de sensibiliser les gens qui vivent avec un handicap physique ou non, ou sont exposés à des gens qui vivent avec des handicaps physiques ou non, ou à la maladie mentale. On a même participé à la création d'une activité chez nous qui s'appelle la Journée Vers Lim, et où on fait des activités avec les employés, avec nos partenaires d'affaires et avec nos clients pour les sensibiliser à ces enjeux. On organise d'ailleurs prochainement aussi ce groupe-là, donc ce n'est pas RBC, c'est le groupe d'employés qui va organiser une conférence pour aider les gestionnaires à traiter avec la question de l'épuisement professionnel. C'est une plateforme exceptionnelle pour nous, pour sensibiliser les employés à la diversité, développer le leadership également de nos employés, faire avancer les causes, développer de l'engagement, tout en faisant avec un coût drôlement raisonnable. Donc, deuxième point, rehausser encore l'incidence de ces groupes ressources employés. Ma troisième priorité serait d'accroître la représentation des femmes et des minorités visibles à des postes de direction clés ici au Québec. La Banque Royale, dans l'ensemble de l'organisation, 61% des employés sont des femmes, par rapport à 53% qui est la proportion des femmes dans la population active. À la haute direction de RBC, 42% de nos employés sont des femmes. On regarde par rapport à des étalons dans la même industrie autour de 28%. Notre but, évidemment, c'est que les exécutifs et toute la direction de RBC soient composés à 50% de femmes. Dans les minorités visibles, on est à 34% au niveau de l'organisation, mais seulement 16% dans les postes de direction. Beaucoup de travail à faire. En plus, des régions, vu que c'est des statistiques nationales, des régions comme Toronto, qui sont composées de communautés plus multiculturelles, fait en sorte qu'au Québec, définitivement, le défi est encore très grand. La clé pour ça, pour nous, en tout cas, c'est d'améliorer les pratiques permettant d'identifier et de développer nos employés talentueux dès le début de leur carrière. Notamment, comme exemple, des sessions de gestion de talent, où chaque membre du comité de direction doit arriver à la table avec un certain nombre de candidats talents. Ce ne sont pas des gens nécessairement qui ont une grande carrière derrière eux, beaucoup de réalisations, mais c'est plutôt des gens qui démontrent beaucoup de potentiel. Et on s'assure qu'il y a une certaine représentation d'ailleurs des femmes et des minorités visibles dans la sélection de nos gens. On les catégorise ensuite dans 4 grandes catégories. Le département des ressources humaines valide la distribution encore une fois, puis une fois qu'on identifie les gens, on développe un plan d'action pour les aider à progresser, à améliorer notre représentation au niveau de la direction. En plus des outils nationaux que l'organisation met à notre disposition, on a développé un programme de mentorat ici au Québec qui jumelle chaque membre du comité de direction avec 1 à 2 candidats potentiels qu'on veut développer. On utilise évidemment les groupes ressources employés. Je vous ai décrit tantôt les 6 groupes. Il n'y a pas de hasard. Les gens qui sont à la tête de ces groupes-là, c'est des gens aussi dans lesquels on voit du potentiel. On veut les sensibiliser à la diversité, à l'inclusion, puis également développer leur leadership. On fait des associations, comme récemment, on a pris une entente avec l'Effet A, qui est un groupe ici du Québec, qui aide les jeunes femmes d'affaires à développer leur potentiel et leur réseau de contacts. On a un comité de ressources humaines où on revoit les nominations des cadres intermédiaires et supérieurs, et on s'assure que les décisions qui sont prises ont un regard global sur l'organisation et non pas juste limité à la vision du gestionnaire qui fait l'embauche de l'individu. Et on essaie aussi, à chaque fois qu'on a des occasions, d'avoir des activités à fort impact, mais on s'assure évidemment que les gens qu'on met dans ces activités-là, c'est des gens qui sont appelés à pouvoir se développer. Le temps ne me permettra pas d'élaborer, comme je disais tantôt, beaucoup sur nos initiatives par rapport aux clients et aux communautés, mais j'ai encore le temps de quelques bonnes pratiques qu'on fait, je pense, qui nous aident à avancer dans l'optique de la diversité et de l'inclusion. Premièrement, c'est l'engagement de la haute direction. Depuis 2001, chez nous, c'est notre président, directeur général,
qui préside le comité de la diversité. Alors, je pense que ça a définitivement de l'impact. Et entre autres, on le voit entre autres au Québec, ici, avec notre président régional, Martin Thibodeau, très impliqué et également représentant sur le comité national au niveau de sa plateforme d'affaires. C'est avec le leadership qu'on peut changer les choses. Donc, l'engagement de la haute direction. La participation des employés, je pense que c'est entre autres pourquoi les groupes ressources sont si importants. Ils ont un rôle vraiment crucial dans la sensibilisation, dans la responsabilisation de chacun de nos employés à faire avancer la cause. Responsabilisation et information. Donc, on a des objectifs qui sont mesurés mensuellement, d'autres trimestriellement. La clé chez nous, tout ce qui se mesure, c'est comme ça qu'on peut améliorer les choses en le mesurant. On a des feuilles de pointage de diversité, on a des sondages employés qu'on revise sur une base annuelle. Les feuilles de pointage, entre autres, je pense que c'est assez classique, mais des statistiques comme, par exemple, la représentation des femmes minorités visibles par niveau, par promotion, par nouvelle embauche. On regarde l'âge également de notre main-d'œuvre, la communauté autochtone, représentation des personnes vivant avec un handicap. Au niveau du sondage employé qui est fait annuellement auprès de nos employés, on a développé un index. Alors, on a identifié 8 questions qu'on pense nous donnent une bonne approximation de comment on progresse. Donc, ce sont des questions qu'on a choisies qui touchent à travers le respect, l'ouverture, la flexibilité, la possibilité de s'exprimer en toute sécurité. On peut comparer nos résultats au niveau de l'organisation de différentes plateformes à travers le temps et également au niveau de l'industrie. Puis finalement, au niveau de la communication, je pense qu'évidemment, c'est la clé. On a plusieurs plateformes, évidemment notre intranet. On a développé une espèce de plateforme un peu Facebook, mais professionnelle, où chacun des groupes peut publier une page et ses membres vont s'abonner et reçoivent l'information. Et tout ça est automatisé et beaucoup, encore une fois, de l'information qui est mise sur la documentation qui est mise provient avant tout des employés. J'ai donc choisi de prioriser ces initiatives aujourd'hui. J'ai un document de 50 pages qui décrit tout, mais j'essayais de me limiter à l'essentiel. Je vous réfère, si vous êtes intéressé à en savoir plus, à notre rapport annuel de l'équité en matière d'emploi de RBC, qui est sur notre site Web. Comme je mentionnais, je pense qu'on est fiers du progrès qu'on a accompli. Il reste beaucoup de travail à faire. Il n'y a pas de solution magique. La clé, c'est clairement de gagner chacun des individus un par un, d'en faire des ambassadeurs, comme je me le considère aujourd'hui. J'espère que certains éléments que vous retenez de mon intervention, que vous pourrez peut-être incorporer dans vos organisations. Je demeure disponible si il y a des questions. Puis, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez me contacter par LinkedIn. Merci beaucoup, M. Prince. Alors, je pense que, M. Prince, une question s'adressera à vous en provenance du micro derrière. Est-ce que vous auriez l'amabilité de vous présenter et d'adresser votre question, s'il vous plaît? Bien sûr, Marie-Hélène Sené de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes. Alors, quand je me nomme, la réponse qui vient, c'est « Mais qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui? » Eh bien, on veut parler d'emploi, mais surtout de femmes. Donc, je suis un peu en retard. J'aurais aimé mentionner la question femmes, l'importance du volet femmes dans la première partie qui était sur l'emploi, parce que c'est vraiment dommage d'arriver dans la partie sur les discriminations. Mais monsieur, vous êtes le premier à le nommer, donc le manque de femmes dans les lieux, les hautes instances et le manque de représentation de la diversité. Alors, quand on combine les deux, femmes et diversité, on part de loin. Alors que le Québec s'est donné comme valeur phare l'égalité entre les hommes et les femmes et qu'il se targue d'accueillir au niveau de l'immigration plus de femmes que d'hommes dans les 5 000 annuels. Nous, en maison d'hébergement, évidemment, on se penche sur les titres de séjour de ces femmes-là. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que les hommes viennent en demandeur principal et les femmes sont souvent accompagnatrices. Elles ont été beaucoup nommées depuis ce matin, mais dans la catégorie famille. On va s'en occuper. Donc, avec les femmes et les enfants, il y a peut-être au niveau de comment on considère la réussite de l'immigration et de l'intégration, une réflexion à faire sur celle des femmes. Je pense aussi que on a beaucoup évoqué la régionalisation, mais un petit mot pour vous dire que quand on régionalise l'immigration, il faut aussi que les services à la population suivent, notamment les services sociaux. Par exemple, quand on a une communauté afghane à Sherbrooke et qu'on cherche un interprète pour la maison d'hébergement, eh bien, on n'est pas prêt de le trouver. Donc, il y a toute une réflexion, mais plus largement une démarche là, de préparer les territoires à recevoir ces populations. Et finalement,
un mot pour saluer nos collègues de la table de concertation des organismes œuvrant auprès des personnes réfugiées et migrantes qui sont à la table ici, qui représentent plus d'une centaine d'organismes qui font de l'accueil et de l'intégration, mais qui sont tous parmi les plus mal financés du Québec. Alors, c'était plusieurs appels, Monsieur le ministre. Merci. Merci, Madame. Je vais rappeler que le temps alloué est de 2 minutes. Les témoignages sont nombreux, denses et intéressants. Si vous voulez bien vous présenter et adresser votre question à M. Prince. Oui, bonjour. Mon nom est Lucie Letendre et je suis la présidente du conseil d'administration du service d'aide aux Néo-Canadiens de Sherbrooke. Alors, j'ai bien aimé l'intervention de la dame avant moi, mais je peux vous dire qu'on a des interprètes afghans. Ça va nous faire plaisir de vous en parler. Alors, ça fait 63 ans qu'on accueille des personnes réfugiées immigrantes en Estrie. Je pense que l'Estrie est un beau modèle d'intégration des personnes réfugiées et immigrantes à l'extérieur là, de Montréal et en tout cas des grands centres. Monsieur le ministre, merci d'être venu nous visiter au centre il y a quelques semaines. Il y a quelque chose qui me frappe là, à entendre, entre autres Excelsior et là, la Banque Royale. Il faudrait permettre la formation d'un regroupement d'entreprises qui sont passées par là et qui voudraient agir comme mentors auprès d'autres entreprises qui pensent encore aujourd'hui que c'est pas possible d'intégrer des personnes réfugiées et immigrantes. Alors moi, ça me frappe et je vous demanderai, s'il vous plaît, d'agir dans ce sens-là. Et voilà, je vous remercie. Merci. Bonjour. Bonjour, mon nom est Cécilie, je suis la directrice de service à la famille chinoise du Grand Montréal et le Centre Sino-Québec de la Rive-Sud. Merci. Depuis 40 ans, on accueille les immigrants chinois et asiatiques. On existe depuis plus de 40 ans. Je suis très contente de participer à ce forum. Vous savez que les immigrants chinois, on est quelque chose de nouvel. Depuis pas très longtemps, mais quand même, c'est très nombreux. Depuis 5 ans, les immigrants chinois sont arrivés à Québec. Chaque année, il y a environ 5 000. Je vais vous rappeler, les immigrants ne sont pas tous homogènes. Comme les immigrants chinois, ce n'est pas comme les immigrants viennent d'Afrique du Nord ou latinos. Donc, la majorité des immigrants chinois, ce sont des immigrants professionnels ou bientôt, récemment, les immigrants investisseurs. Nous avons remarqué qu'il n'y en a pas de programme assez adéquat pour les besoins de la communauté chinoise. Par exemple, pour les immigrants investisseurs, souvent les gens qui viennent ici, puis après ils partent à les autres provinces. Ici, au Québec, on garde de l'argent, mais quand même, les investisseurs, ils peuvent créer de l'emploi pour investir dans différents domaines, puis il n'y en a pas un programme adéquat pour ces groupes de gens. Puis maintenant, une autre chose que je vais mentionner aussi, maintenant, le ministère des Immigrations, il y a un programme de PEQ, c'est le programme d'excellence du Québec. Il y a très beaucoup d'immigrants étudiants internationaux, surtout viennent de la Chine. Par exemple, Concordia, il accueille presque 3 000 étudiants internationaux viennent de la Chine. Mais après, la majorité de ces étudiants voulaient rester ici pour avoir le CSQ. Mais le programme de francisation, le ministère collaboré avec le ministère de l'Éducation, ce n'est pas très bien cohérent, c'est réussi. Les gens participent à la formation à la commission scolaire. Il a obtenu le certificat supposé, il peut reconnu par le ministère des Immigrations. Finalement, le ministère de Midi, il ne reconnaît pas ces diplômes. Les étudiants sont jeunes, ils pris entre les deux. Donc, ils sont obligés de revenir en Chine. Finalement, je vais parler, tantôt il y en a quelqu'un, il parlait de programme d'entrepreneurship avec la commission scolaire. D'après ma connaissance, beaucoup de Chinois ont participé au programme de lancement d'entreprises dans la commission scolaire. Finalement, ce groupe de gens, ils ont besoin d'un petit peu de soutien pour lancer son entreprise. Il n'y en a pas de suivi
Voilà, merci. Merci à vous. Merci. Dernière intervention, monsieur. Bonjour. Bonjour. Moi, mon nom c'est Léro, je suis du CLIX Laval, c'est le Centre Lavallois pour l'intégration et la cohésion sociale. Je voulais intervenir sur 2-3 points qui sont importants pour moi. Pour que nous soyons ici aujourd'hui, il y a quand même eu une petite historique. On a mis d'abord en place une commission qui a disparu pour être remplacée par celle pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Alors, quand tout cela a commencé, je parle de cela, c'est un peu pour aller droit au but, de suggérer qu'il y ait une meilleure communication au niveau du ministère ou tous ceux qui parlent de l'immigration ou de la diversité. Parce que je pense que la communication n'avait pas été claire, ce qui a fait que sur le terrain, il y a eu toute une confusion entre la discrimination systémique et la discrimination systématique des Québécois. Cela a créé tout un gros bruit partout et vous voyez que cela a failli faire déraper le travail pour lequel nous sommes ici aujourd'hui. Donc je souhaiterais que le ministère fasse un effort de communication pour que cela soit bien adapté pour que l'objectif soit atteint dans les meilleures conditions possibles. Vous voyez, dans ce processus-là, il y a des experts qui s'étaient réunis. Aujourd'hui, je ne les vois pas dans cette salle. Dans un deuxième temps, il y a des 31 organismes qui ont été identifiés pour participer pour faire des consultations locales. Nous, au niveau du CLIX Laval, nous avons participé à ce processus. Au sein de ces 31 organismes, il y a une communication qui se passe entre nous. Et je pense qu'il y a une bonne dizaine qui ont refusé de venir ici aujourd'hui parce que la communication n'était pas vraiment bien claire et les choses n'ont pas été mises à leur place, surtout que les consultations ont été faites. Nous n'avons pas encore eu le temps d'apporter nos contributions à ce forum d'aujourd'hui. Et toujours, je parlerai de manque de communication claire. La deuxième chose, c'est une expérience que je partage. Nous, au niveau du CLIX Laval, nous avons participé à l'accueil des familles syriennes qui sont arrivées. Et si nous avons réussi à apporter notre contribution, c'est grâce à un élément dont on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, c'est la participation citoyenne. Nous avons expérimenté que pour la réussite de l'immigration au Québec, tout n'est pas institutionnel. Parce que quelqu'un qui arrive, je ne veux pas indexer les gens, ce n'est pas les gens qui sont assis à la droite ou à la gauche du ministre, là, qui sont, non pas pour voisins les nouveaux arrivants, c'est les citoyens à travers la ville qui reçoivent, qui rencontrent les nouveaux arrivants. Donc c'est vraiment très important, je ne sais pas comment le ministère va le faire, mais la participation citoyenne est un élément dont il faut prendre en compte dans la stratégie que vous allez définir pour réussir l'immigration ici au Québec. Merci. Parce qu'à Laval, nous l'avons fait. Le troisième point sur lequel je voulais... Pardonnez-moi, monsieur, en conclusion, puisqu'il est temps d'accueillir notre troisième intervenant. Je voulais juste intervenant. revenir sur un point sur lequel on a parlé tout à l'heure. Certainement. C'est beaucoup plus le côté des femmes qui vivent dans une situation d'isolement. Parce que tous les programmes, tout le monde n'est pas à l'école, tout le monde n'est pas à la francisation. Donc si on évalue ce qui est déjà institutionnel, on perd une bonne partie de la population qui ne suit pas le rythme. Généralement, les femmes qui accompagnent, comme la dame l'a dit tout à l'heure, les femmes qui vivent dans une situation d'isolement parce que l'homme part le premier pour aller chercher du travail. Donc c'est bien aussi de tenir compte que tout n'est pas institutionnel. Il faut tenir compte des réalités du terrain également. Merci. Grand merci. On vous donnera l'occasion de prendre la parole, monsieur, au micro, lors de la prochaine période de questions. Nous devons accueillir notre dernier intervenant de ce matin en remerciant chaleureusement monsieur Prince pour votre allocution. Alors, troisième intervenant sur la lutte contre la discrimination. Et ensuite, nous passerons à la période de lunch. C'est une très courte période. Vous le vivez, vous le sentez, vous le vibrez, c'est très dense. Et il y aura une période de 15 minutes de pause. Alors, ce qu'on vous invite à faire, c'est de passer à côté, chercher vos boîtes à lunch, revenir prendre place. Et quand le moment sera venu de reprendre les discussions, on sera bien en selle.
Alors, accueillons maintenant le directeur de la diversité et des relations citoyennes à Radio-Canada, M. Luc Simard, dis-je bien, qui s'assure que la programmation et la composition du personnel du diffuseur public reflètent mieux la société dans laquelle nous vivons. Depuis les 3 dernières années, il anime un groupe de travail sur la diversité dans les dramatiques qui réunit tous les maillons de l'industrie québécoise de la télévision, de l'Union des artistes à l'Association québécoise de la production médiatique, en passant par TVA et Radio-Canada. Monsieur Simard, à vous la parole. Gracias, Alejandra. Voy a De seguir en nada. espagnol, ¿no? Oui, En ou français. Exact. Alors, j'ai l'impression que je vais être un genre d'ovni, parce que depuis ce matin, on entend parler de choses extrêmement importantes, l'emploi en région en particulier, l'accueil des immigrants dans les emplois qui sont disponibles. Moi, je vais vous parler d'imaginaire, je vais vous parler de choses qu'on imagine et qu'on met à l'écran, c'est-à-dire les fictions télévisées, ce qu'on appelait autrefois les téléromans, mais ça a bien changé. Et si vous voulez bien, je vous donne juste un petit aperçu, je vais faire de l'autopromotion, quelques séries qui s'en viennent en janvier à Radio-Canada. La série à succès, enfin à la télé. On va nettoyer la rue Sainte-Catherine pour la rendre respectable et cultivée. Cheval Serpent, dès janvier. Ici Radio-Canada Télé. Eh oh, je vous demandais de m'accompagner au poste. Tu sais, dans la catégorie, tes signaux sont pas clairs, hein? Jésus m'a fait clouer ce maudit porte-là. Attends! Le retour de Lâcher prise, dès janvier. Qu'est-ce que j'ai pas encore compris de l'amour? L'amour, c'est radio n'importe où. Tout le monde s'en vient! Qu'est-ce que j'ai pas encore compris de l'amour? L'amour frappe n'importe où. Tout le monde s'en vient ici, j'ai pas les autres! N'importe quand. On va s'en sortir. Je te le promets. Et n'importe qui. Je suis célibataire. T'es un couple. Si on se mariait. C'est ça ton but dans la vie, collectionner les filles? Je suis pas un bon gars. C'est pas l'impression que j'ai eue aujourd'hui. Mais au final, on ne lutte pas contre la force du destin. Je sais pas ce qui se passe entre nous deux, mais je suis jamais même avec les autres filles. Hubert et Fanny, dès janvier. Ici Radio-Canada Télé. Claude brûle tout ce qu'elle touche, puis tu vas y passer toi aussi. Ton père travaillait pour la mafia. C'est un enquêteur qui me l'a appris. Peut-être pas mes méthodes, mais au moins j'ai des résultats. Jean-Luc n'est pas indispensable, j'espère que vous le réalisez. T'es une belle personne, Antoine Duchesne. Faut que je la protège. Rupture, de retour le 8 janvier, ici Radio-Canada Télé. Alors voilà pour la partie pub. Et ce dont je vais vous parler dans les prochaines minutes, c'est en très grande partie ce que vous n'avez pas vu dans ces extraits d'émissions. C'est-à-dire la diversité qu'on voit au Québec, qu'on voit à Montréal, où sont fabriquées la plupart de ces téléséries. Certaines sont fabriquées également à l'extérieur de Montréal. Mais on ne voit pas dans nos téléséries à la télévision québécoise, que ce soit à Radio-Canada, que ce soit à TVA, que ce soit à V, que ce soit dans les chaînes spécialisées de Bell ou de Rogers ou d'autres, Cogeco, on ne voit pas cette diversité qui est présente ici dans la salle, moins autour ici, plus derrière là-bas. Et l'objectif, donc, c'est d'en arriver à une représentation de notre société, même, et ça peut paraître curieux, si on est dans l'imaginaire. Mais l'imaginaire soutient la réalité, et la réalité, évidemment, alimente l'imaginaire. Alors, pour ça, il y a un groupe de travail qu'on a créé il y a déjà 3 ans, et qui s'appelle le groupe de travail sur la diversité dans les dramatiques. Alors, je vous montre ça, puis je vous dis qui est membre de cela. Évidemment, Radio-Canada, qui était au tout début, avec l'Union des artistes, donc l'UDA, quelques logos là, donc, dont vous allez prendre connaissance peut-être, l'École nationale de théâtre, l'INIS, l'Institut national de l'image et du son, est là-dedans, TVA, dont je parlais tantôt, le Conseil québécois du théâtre. Bien oui, le théâtre s'est joint à nous dans la dernière année parce que c'est un enjeu important au théâtre également. L'Association québécoise de la production médiatique. Alors, très peu connue dans le public, la QPM, ce sont les producteurs indépendants qui produisent toutes les téléséries que vous regardez à la télévision québécoise. L'Association québécoise des agents artistiques, donc qui représente les comédiens. L'Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec, qui s'appelle REALS. L'Association des directeurs de casting du Québec, l'ADCQ. La SATEC, la Société des auteurs de la radio, de la télévision.
Et je ne crois pas en avoir oublié, mais vous voyez là donc la chaîne à peu près complète, elle n'est pas complète, mais elle est à peu près complète de l'industrie québécoise de la télévision. Et c'est cette industrie qui, je parle d'industrie, hein, c'est vraiment une industrie, au même titre que d'autres industries qu'on a vues depuis ce matin, une industrie donc qui produit, entre autres, des fictions télévisées, qui est donc dans le domaine de l'imaginaire, qui produit ce qu'on appelle, dans notre jargon, des dramatiques. Alors, qu'est-ce qu'on essaie de faire dans ce groupe de travail qui se réunit à peu près une fois par trimestre et qui réunit tous ces gens-là? Le groupe, d'ailleurs, s'est agrandi au fil des dernières années. Et je m'aperçois qu'il manque, d'ailleurs, dans les logos, une organisation qui s'appelle Québec Cinéma, parce que vous savez, ce sont des milieux qui se recoupent, les milieux de la télévision et du cinéma. Alors, tous ces gens-là, nous tous, nous essayons de faire en sorte que nos téléséries représentent davantage la composition de la société, c'est-à-dire qu'on y voit des histoires et qu'on y voit des visages qui nous ressemblent. Mais, vous l'avez vu par les quelques extraits de Radio-Canada, j'aurais pu montrer ceux de TVA ou d'autres et ça aurait été la même chose. On n'est pas encore rendu là, on n'est pas encore rendu en particulier dans les premiers rôles et encore moins dans les rôles titres des séries télévisées. La diversité québécoise n'y est pas encore. Donc, ce groupe travaille à faire en sorte qu'elle y arrive. C'est un groupe où il y a des discussions, mais il n'y a pas seulement des discussions, heureusement. Il y a quelques actions concrètes. Je vais vous en mentionner 4, des actions qui vont donner des résultats et qui commencent à en donner, en fait, dans ces téléséries, dans ces fictions que vous regardez. La première de ces actions, c'est ce qu'on appelle les auditions de la diversité. Alors, chaque année, au Québec, les finissants des écoles de formation de comédiens, les écoles de théâtre, il y en a une demi-douzaine. Il y a, entre autres, l'École nationale de théâtre qui apparaît là. Il y a le conservatoire. Il y a des écoles également dans les cégeps et dans les universités. Chaque année, il y a des auditions finales pour, appelons-les, les meilleurs finissants de ces écoles. Alors, depuis quelques années, nous emmenons des comédiens issus de la diversité dans ces auditions finales qui se tiennent chaque année au Théâtre du Quat'Sous. Théâtre de Quat'Sous, je devrais dire, au mois de mai. Nous formons quelques comédiens, donc, de la diversité. Ce sont des comédiens parfois nés ici, parfois venant de l'étranger, mais qui ont une formation en théâtre, en jeu. Nous les formons au jeu, nous les formons également au jeu devant la caméra, et nous les emmenons, donc, une demi-douzaine d'entre eux, avec les finissants des écoles québécoises, qui, eux, sont un peu comme une bonne partie d'entre nous ici, blancs, francophones de souche, et je me plais à dire, dont les ancêtres sont arrivés en Nouvelle-France il y a à peu près 400 ans, exactement ici d'ailleurs. Donc, un peu de diversité dans ces auditions de la diversité, et ça donne des résultats. Nous le faisons depuis 4 ans maintenant, et il y a des comédiens qui décrochent des contrats. Vous savez, bon an, mal an, il y a plusieurs centaines de comédiens qui jouent à la télévision et au cinéma québécois. Deuxième initiative, le mentorat d'auteurs qu'on fait avec un syndicat qui est la SARTEC, donc le syndicat des auteurs de la radio-télévision et du cinéma. La SARTEC prend sous son aile, avec l'aide de l'ensemble du groupe, quelques auteurs issus de la diversité pour les aider à développer des scénarios. Alors, vous savez, ces séries, elles sortent de la tête de quelqu'un, mais il faut les écrire. Il faut les écrire d'une certaine manière pour qu'elles puissent être jouées et puissent être tournées. Donc, quelques auteurs issus de la diversité, il y en a 3 en ce moment, année après année, donc on a commencé il y a 2 ans, et nous avons quelques auteurs qui ont été formés. Vous allez peut-être d'ailleurs voir une première télésérie dans la prochaine année ou dans les 2 prochaines années, ça prend du temps à développer une télésérie, qui est issue de ce programme-là. Et cette télésérie, ce projet en tout cas, s'appelle 514. Alors, vous imaginez, ça va se passer dans le 514 dans ce cas-là. Troisième initiative que nous avons commencée plus récemment au printemps, nous nous sommes aperçus que les jeunes issus de la diversité, qu'ils soient québécois, nés ici, dont les parents sont ici depuis plusieurs générations, mais les jeunes de la diversité culturelle, les jeunes de minorités visibles, entre autres, ne sont pas nécessairement attirés par les métiers de la télévision ou du cinéma. Donc, nous avons commencé une tournée dans les écoles secondaires, parce qu'il faut les prendre au secondaire 3, secondaire 4. C'est des niveaux absolument clés
pour sensibiliser des jeunes donc, à ces carrières qui sont très nombreuses. Alors, pour quelques comédiens qu'on va voir à l'antenne, bon, j'ai dit il y en a des centaines, mais dans les rôles titres, il y en a moins, évidemment. Et dans les premiers rôles, au deuxième ou troisième, ceux qu'on voit, qu'on reconnaît, il n'y en a pas tant que ça. Mais il y a d'autres métiers. Il y a des métiers techniques, il y a des métiers de réalisateur, des métiers d'auteur, des métiers de producteur, de caméraman, de réalisateur, etc., etc. Donc, on a commencé dans quelques écoles secondaires de Montréal, où il y a une très grande diversité maintenant au niveau de l'éducation, et les gens qui sont du milieu de l'éducation ici le savent. Donc, des tournées d'école que nous poursuivons avec des représentants de ces divers corps de métier que je vous ai décrits. Et le dernier enjeu, je dirais, et non le moindre, c'est beau parler de fiction, c'est beau parler d'imaginaire, c'est beau parler de diversité dans ces fictions, mais comment est-ce qu'on mesure ça? Et vous savez, il y a un adage en diversité que tout le monde qui travaille en diversité, puis certainement M. Prince de la Banque Royale qui vient de sortir de la tribune, en sait quelque chose parce qu'il a parlé de ça. Il faut mesurer. Si on veut amener de la diversité, que ce soit dans nos effectifs d'emploi, que ce soit dans une fiction télévisée, il faut mesurer et il faut savoir de quoi on parle. Donc, on est en train de développer en ce moment, dans l'ensemble du groupe de travail, un outil de mesure avec HEC Montréal pour faire en sorte que nous ayons un outil qui permette aux gens de l'industrie à tous les niveaux, que ce soit les écoles qui forment nos acteurs, jusqu'aux diffuseurs qui présentent ces séries que vous regardez, faire en sorte donc que nous puissions donc calculer la proportion de jeunes issus des minorités qui vont dans nos écoles, la proportion de gens des minorités, de la diversité en général qui vont occuper des postes de réalisateurs, etc., etc. Donc, un outil extrêmement important qui va se développer, qui se développe donc avec l'adhésion et le consentement de tous. Et vous savez bien, c'est évident qu'au début, les premiers chiffres qu'on sortira ne montreront pas nécessairement la meilleure image de chacun des membres de ce groupe. Mais il y a quand même une volonté d'aller de l'avant et de pouvoir mesurer de quoi on parle. Il y a des outils qui existent ailleurs dans le monde, aux États-Unis, mais ce sont souvent ces outils, des outils fabriqués par des universitaires peut-être, mais des universitaires qui sont dans une situation de groupe de pression. Alors, dans ce cas-ci, une initiative venant de l'industrie, venant des principaux joueurs de cette industrie, c'est, à ma connaissance, tout à fait unique dans le monde. Unique aussi au niveau de la réglementation. Alors, les télédiffuseurs au Canada, on est réglementé, surtout à quelques exceptions, on est réglementé par le CRTC, donc le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada. C'est un organisme qui s'intéresse relativement peu à ce dont on parle et à ce dont je parle depuis quelques minutes, c'est-à-dire la diversité à la télévision en général et la diversité dans les fictions. Je mentionne juste à titre de comparaison qu'il existe ailleurs dans le monde des organismes réglementaires qui s'y intéressent beaucoup plus. Il y en a un, en particulier, au Royaume-Uni. Ici, au Québec francophone, on se compare beaucoup plus à ce qui se passe en France généralement, pour des raisons historiques peut-être. On regarde moins ce qui se passe du côté du Royaume-Uni, de l'Angleterre. Mais c'est là qu'il y a les choses les plus intéressantes en ce moment sur le plan de la diversité dans les médias et dans les fictions, entre autres. Et il y a un organisme réglementaire, l'équivalent de notre CRTC, qui s'appelle Ofcom, qui a décidé non seulement d'intervenir au niveau de la composition du personnel de ces télédiffuseurs britanniques, qui sont gérés, donc, qui sont réglementés par Ofcom, mais également, et ça c'est tout à fait nouveau, sur ce qu'on voit à l'écran. Et ça ne s'est pas fait avant. Ailleurs, par exemple en France, où on a le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui joue un rôle semblable, on se contente de demander aux télédiffuseurs d'atteindre des objectifs, mais à mes connaissances, tout au moins, il n'y a pas de sanction. Un dernier mot, si vous voulez, sur les sources de financement. Alors, ces productions télévisuelles, elles sont financées en très grande majorité par des fonds publics. Par le Fonds des médias du Canada, qui est financé par des câblo-distributeurs, donc des fournisseurs de services de télédistribution ou de télévision. Évidemment, ce ne sont pas des fournisseurs privés, mais c'est par obligation réglementaire, il y a plusieurs années, que les télédistributeurs donc, doivent contribuer à un fonds qui s'appelle le Fonds des médias du Canada. C'est de là que vient une bonne partie des montants, de l'argent qui permettent de tourner ces séries télévisées.
Une autre partie importante, et il y a beaucoup de gens ici qui représentent les gouvernements, le gouvernement du Québec en particulier, une autre partie importante du financement, ce sont les crédits d'impôt. Crédits d'impôt fédéraux, crédits d'impôt québécois. Il n'y a pas, à ma connaissance, ni au Fonds des médias, ni dans les crédits d'impôt à Ottawa ou ici au Québec, de critères de diversité qui feraient en sorte qu'il y ait une impulsion venant de ces sources de financement pour amener davantage de diversité dans les dramatiques. Je termine en disant qu'il y a 2 ans, donc dans mes fonctions à Radio-Canada, en passant pour moi, les fictions, c'est quelque chose de relativement récent. Ça fait 40 ans que je suis dans les médias. J'ai fait une carrière de journaliste et de responsable d'émissions d'information essentiellement. Et depuis quelques années, donc, je découvre non seulement ce que je voyais à l'écran, mais le derrière de l'écran. Et il y a 2 ans, donc, j'ai fait faire à Radio-Canada une étude sous forme de groupe de discussion, vous savez, donc les focus groups, où on a réuni des téléspectateurs québécois issus de la diversité, la moitié migrants, la moitié étant québécois, mais tous de minorités visibles. Et on les a réunis, donc 6 groupes différents pendant quelques soirées par une firme spécialisée de Montréal. L'objectif étant de voir à la fin si la diversité dans les histoires, dans les visages, dans les comédiens, dans les milieux qu'on nous raconte dans les fictions, ça a une certaine importance. Ce qu'on a surtout découvert, et je termine là-dessus, c'est que quand on leur demande, au-delà des fictions, j'ai inclus l'information qui a été mon domaine personnel pendant de très nombreuses années, ce qu'ils pensent de la diversité à la télévision québécoise, alors l'ensemble de ces participants nous a donné sur 10 une note de 2,7. Alors 2,7, quand on leur demande est-ce que vous trouvez que la télévision québécoise, il ne s'agissait pas de Radio-Canada en particulier, la télévision québécoise représente la diversité de la société québécoise, le résultat, ça a été 2,7 sur 10. Merci. Merci beaucoup, Luc Simard. Alors, M. Patrice Daou aimerait vous adresser la première question. À vous, M. Daou. Oui, merci. Je salue votre initiative au niveau du milieu scolaire. Nous, on est du milieu scolaire, naturellement, et cette diversité-là peut devenir un enjeu important sur la présence télévisuelle. Mais si je vous pose la question, pourquoi votre équivalent CBC a une présence beaucoup plus grande de la diversité? Je prends seulement comme exemple 19-2, qui est une série qui a été composée ici. L'équivalent anglophone, c'est une personne de race noire qui est présente comme personnage central et principal. Oui, je vais juste devoir vous reprendre. Ce n'est pas CBC qui diffuse la version anglaise. C'est Bravo. C'est une chaîne spécialisée, c'est ça. Il y a un phénomène qui est encore valide, qui fait que les Québécois préfèrent regarder des fictions québécoises. Nos compatriotes anglophones, et je travaille avec les gens de CBC à Toronto sur ces questions-là, nos compatriotes anglophones préfèrent regarder des séries américaines. C'est un avantage comparatif qu'on a ici au Québec depuis longtemps, mais qui est en train de s'étioler parce que, vous savez, 1/3 des Québécois est maintenant abonné à Netflix et ça progresse rapidement. Et sur Netflix, on trouve évidemment beaucoup plus de productions américaines en particulier et anglophones que francophones. Alors, nos collègues du Canada anglais, de CBC, parce qu'ils font des efforts pour diversifier les productions, ont réussi quelques bons coups. Un exemple en ce moment, c'est Kim's Convenience, qui joue à CBC et qui met en scène une famille, en fait, coréenne qui tient des dépanneurs, qui tient un dépanneur. Alors, ça a beaucoup de succès à CBC, mais quand on regarde les codes d'écoute de ces séries à CBC, elles sont, même dans une population anglophone canadienne, presque 5 fois aussi grande que la population francophone. Les codes d'écoute sont plus basses que nos codes d'écoute en français ici au Québec. Et je dirais que c'est peut-être à cause de ça qu'il y a un facteur de risque ici. À la fois les télédiffuseurs, les producteurs, les directeurs de casting, etc., voient souvent l'émergence de nouveaux visages comme un risque. C'est ce qui explique qu'on voit souvent les mêmes comédiens, les mêmes comédiennes, parce qu'on sait que quelques visages connus vont amener l'écoute, vont amener donc les codes d'écoute. Merci beaucoup. Madame, derrière, au micro, s'il vous plaît, votre question? Oui, bonjour, mon nom est Annie Kouetche-Gamo du Forum Jeunesse Afro-Québécois. Je vous remercie pour votre présentation puis aborder la nécessité de plus de représentativité dans les médias. Ça montre, vous avez abordé un point que je trouve important, c'est les modèles.
Pourquoi est-ce que les jeunes des communautés issues de la diversité ne sont pas forcément attirés par la télévision, ces métiers-là, parce qu'il manque de modèles. Et c'est en tout, en fait. C'est que la jeunesse issue de la diversité au Québec manque de modèles. On parle ici de valoriser la diversité. Montrons ces modèles de réussite-là. On a eu le témoignage tantôt de Mme Sabéné qui parle de son intégration au Québec qui est tout à fait positif, mais on en manque. Des jeunes comme moi qui voulons nous intégrer au Québec, on manque de ces modèles positifs. On a toujours l'envers du décor, la négativité. C'est dur de s'intégrer au Québec, c'est dur de réussir sa vie au Québec. On a besoin d'avoir accès à des modèles qui nous manquent. Oui, c'est possible. Et je m'enligne aussi sur la question, enfin sur un autre point que je voulais aborder. On est venu ici parler de l'immigration. On parle beaucoup d'immigration. Comment faire pour attirer les gens qui vont venir travailler au Québec, qui vont venir s'intégrer au Québec, mais qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont déjà ici? Actuellement, on fait des missions pour aller recruter des gens à l'étranger. Or, il y a des immigrants ici au Québec qui sont au chômage. Qu'est-ce qu'on fait pour les intégrer, ceux-là? Et notamment aussi la question des étudiants étrangers. On a des étudiants étrangers qui viennent étudier ici au Québec, à l'Université Laval, l'Université de Montréal, etc., mais qui peinent encore à trouver de l'emploi dans leur domaine, dans le domaine qu'ils sont venus étudier ici au Québec. Que faire de ces gens-là? On parle de régionalisation de l'immigration. Parfait. Mais rien que l'exemple de Québec par rapport à Montréal. J'ai étudié à l'Université Laval, j'ai une maîtrise en administration de l'Université Laval. De ma génération de finissants immigrants de l'Université Laval, on doit être à peu près une dizaine sur 100 à être restés à Québec. La plupart sont partis à Montréal, sont partis à Ottawa, sont partis à Toronto dans l'espoir de trouver un travail qui corresponde à leurs compétences acquises au Québec. Qu'est-ce qu'on va faire par rapport à ça? Donc, juste pour résumer, mes points, c'était, oui, il faut des modèles, il faut que les jeunes, pas seulement les tout petits dans les commissions scolaires, mais aussi les jeunes étudiants, ou bien les jeunes Y, on va dire, puissent avoir accès à ces modèles-là qui existent pour montrer que, oui, l'intégration au Québec positive, ça existe, c'est possible, mais aussi, parlons des gens qui sont là, au Québec actuellement, qui ont déjà immigré, qui ont déjà choisi le Québec. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il nous reste 4 minutes avant le lunch. Je donnerai la parole à M. Guy Laforêt. M. Simard, vous conclurez et nous prendrons une pause jusqu'à 13h. À vous, monsieur. Très rapidement, 2,7 sur 10 à l'université, c'est non seulement un échec, mais c'est un rendez-vous dans le bureau du professeur. Vous avez parlé de collaboration avec Toronto, mais est-ce que vous parlez dans vos discussions avec vos collègues de proximité des réseaux anglophones de Montréal? Les collègues de l'industrie, dans ce cas-là, M. Laforêt, vous voulez dire? On parle entre collègues de l'industrie. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de forums comme celui-là, comme ce groupe de travail qui existe. Il y a des regroupements dans l'industrie pour réclamer davantage de fonds à ceci, cela. Il y a des représentations qui se font à Ottawa. Mais il n'y a pas beaucoup d'endroits où l'industrie peut se parler de ce genre de questions. Vous avez raison, 2,7 sur 10, c'est un rendez-vous dans le bureau du prof. En télévision, le bureau du prof, c'est vous, c'est le public. Et le danger, évidemment, comme on dit, c'est que le public vote avec ses pieds ou avec ses yeux, dans ce cas-là, et qu'il regarde autre chose. Grand merci, M. Simard. Merci pour votre intervention. Je pense qu'une bonne main d'applaudissement est un peu de mise. Je vous souhaite à tous un excellent lunch. Je vous invite toujours à ramener vos petites boîtes à votre table. Rendez-vous à nouveau à 13h. Merci.